parmi lesquels Orange, Société Générale, Enedis, Miracle, dont je parlais. On a des partenariats assez forts aussi, par exemple avec AWS, et nos domaines d'expertise sont plutôt multiples. On intervient dans la data, dans le cloud, dans le produit, dans l'agilité, pas mal de choses. Et du coup, Bedrock, c'est une société qui est basée sur 15 ans d'expérience de M6 Web. Donc vous connaissez certainement M6, hein, la télévision. Aujourd'hui, c'est un produit à part entière qu'on vend en marque blanche à tout un tas d'autres sociétés, plus juste M6. On est environ 400. Sur les 400, on est 75% de tech. On a aujourd'hui sur nos plateformes environ 45 millions de comptes utilisateurs actifs sur tout un tas d'appareils qui sont couverts. Donc de la tablette, de la télévision, du web. Et donc, Sysplay que vous connaissez, et donc d'autres acteurs de chez RTL européens. Donc vous allez retrouver la Belgique, les Pays-Bas et la Hongrie. Sachant qu'aujourd'hui, notre plus grosse plateforme, c'est Vidéoland, puisque c'est aux Pays-Bas le numéro 1 du stream, devant Netflix. En termes de techno, chez Bedrock, on est essentiellement, du coup, côté infrastructure, sur du AWS avec du Kubernetes. Côté back-end, on va retrouver beaucoup de PHP. Ça, c'est historique chez M6 Web. On est en train de partir sur Golang de plus en plus. Côté front-end, beaucoup de Vue.js, beaucoup de React. Et enfin, côté data, essentiellement du Python. Un peu de Java, mais c'est assez rare. Alors, petit disclaimer, on va raconter plein de choses. Ça va aller très très vite. Ça va être très très dense. Ça va être très très riche. Accrochez-vous. On va essayer de parler pendant 35 minutes pour vous laisser, on va dire, 10 minutes de questions-réponses à peu près. Voilà. C'est parti. Pourquoi on a changé de CI/CD? Alors, je vous donne un indice. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Voilà, au début, on était sur Jenkins, et puis, voilà, on a des problèmes. Voilà, je suppose que la majorité d'entre vous connaissent Jenkins. Ça, c'est un petit peu les problèmes qu'on avait chez Bedrock en 2020 quand moi je suis arrivé. Voilà, donc on a vu de nombreuses galères pour l'upgrade de Jenkins et ses plugins. Vous avez une petite capture d'écran de la dernière fois que je suis allé sur Jenkins. En haut, donc j'avais pris une capture d'écran des différents plugins qui n'étaient pas à jour avec les failles qui vont avec. Donc c'était assez sympa. Donc on avait des problèmes de sécurité. Un autre souci qui nous embêtait avec Jenkins, c'est qu'on devait faire du Groovy et on n'était pas du tout Groovy chez Bedrock. Et, voilà. Et autre chose, c'est qu'on utilisait un pool de nœuds statique, donc on n'avait pas de scaling horizontal. Donc en gros, voilà, Jenkins, c'était plus un outil adapté aux besoins de Bedrock. Comment a-t-on du coup organisé cette migration? Alors, on utilisera GHA pour GitHub Action. Il faut savoir que ça s'est déroulé grosso modo sur 2 ans et demi, 3 ans, avec une phase de shortlisting où on a fait le tour de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas, et ensuite une phase de réalisation, de conception. Essentiellement sur 2021 et 2022. Donc en shortlist, on s'était mis en tête qu'on avait besoin en priorité d'avoir quelque chose qui soit très intégré à GitHub Enterprise. On est sur une version on-premise, je ne sais pas si vous connaissez cette version-là, elle est un petit peu différente. C'est voilà, ça se défend. Ça marche très bien, mais c'est un peu différent. Quand on a des bonnes machines, ça tient quand même pas mal. Avec Jenkins, on n'avait pas de mutualisation de code et c'était quand même très difficile pour nous. Donc on avait besoin d'avoir également une solution qui permette de faire beaucoup de mutualisation. Et enfin, la capacité de mise à l'échelle 5, parce qu'on a commencé, on était 300, aujourd'hui on est 400, et on allait énormément dans la vie de l'entreprise. On avait prévu de recruter beaucoup. Du coup, à partir de 2021, on s'est mis en tête qu'on devait choisir à partir de cette shortlist à base de contraintes, une solution. On a choisi GitHub Action, et pour choisir, on est parti sur un ensemble de POC, sur des projets significatifs chez nous. Significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces projets-là sont complexes ou représentent bien l'ensemble des projets de la société. Et donc, à partir de là, on s'est donné 1 mois pour tester chaque solution. Et en fait, c'est allé très très vite. GitHub Action est arrivé numéro 1 dans tout ce qu'on a fait en termes de tests. Du coup, à partir de Q2, on a commencé à travailler sur ces POC de projets significatifs pour extraire toutes les fonctionnalités qu'on voudrait récupérer et qu'on voudrait, on va dire, propager dans l'ensemble de la société pour tous les développeurs. Et surtout, on voulait rembourser un maximum de dettes techniques parce que le move to cloud devait aller très très vite et on s'est mis énormément de dettes. Et enfin, on voulait des choses simples parce que c'est jamais facile d'arriver avec un outil tout neuf, avec plein de nouvelles fonctionnalités et surtout
plein de dettes techniques qui a disparu. On voulait quelque chose de simple pour que les développeurs soient facilement on-board sur la solution. À partir de Q3 sur 2021, on a commencé du coup la conception et l'intégration. On a travaillé sur un ensemble de briques qu'on allait proposer dans notre solution d'intégration continue et on est devenu fournisseur de services pour l'ensemble des développeurs. Donc à partir de là, beaucoup de documentation a été créée, beaucoup de briques et on a commencé à travailler sur du release management pour l'ensemble de ces briques. Et du coup, à partir de Q4, on a commencé ce qu'on a appelé la co-construction. Donc les DevOps, ils sont là, on est environ une dizaine sur l'ensemble de la société. Et la co-construction, c'était avec l'ensemble des verticales du coup de la société. Donc 280 versus les 10. L'objectif étant de faire monter en compétence les gens sur ce que l'on a commencé à concevoir et en même temps tester la robustesse de tout ce qu'on avait fait. Et aussi voir les premiers retours d'expérience en termes de facilité d'utilisation, typiquement. Avec, du coup, fin 2021, dépréciation de Jenkins, c'est-à-dire interdiction de créer des nouveaux workflows. 2022, migration complète de l'ensemble des pipelines sur toute la société. Et en accompagnant les développeurs, l'objectif, vous le savez, hein, quand on fait du DevOps, c'est pas de travailler, c'est de faire travailler les autres. Et enfin, fin 2022, arrête Jenkins. Alors, comment on a mis en place techniquement la nouvelle Dev Factory ? Alors la première question, c'était comment on déploie les runners GHA. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup en 2020, quand on choisit GHA, fin 2020, début 2021, il y a très peu de solutions qui existent pour déployer les runners sur GHA. Donc Bedrock, comme disait Jean-Yves, on a une forte expérience Kubernetes chez Bedrock. Donc du coup, on s'oriente vers une solution open source qui était à peu près la seule solution viable à l'époque, qui s'appelle Action Runner Controller. Il faut savoir que maintenant, cette solution, c'est la solution officielle de GitHub. Elle a été intégrée même dans la doc de GitHub depuis. Et du coup, comme on est sur Kubernetes et sur AWS, on décide de partir sur le service managé Kubernetes d'AWS qui s'appelle EKS, pour Elastic Kubernetes Service. Action Runner Controller, aussi connu sous le nom de Arc. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est un opérateur Kubernetes donc, qui arrive avec ses CRD, donc ses Custom Resource Definition, donc ses objets propres dans Kubernetes. Et ce truc-là, en fait, il est composé d'un contrôleur. Enfin, il y a un contrôleur, en gros, dans cet objet-là. Et cet élément-là, en fait, il gère l'authentification. Il a plusieurs responsabilités. Il va gérer d'abord l'authentification. Chez Bedrock, on a choisi de partir sur l'authent via GitHub App. Il y a d'autres façons de s'authentifier, si ça vous intéresse. Il y a deux façons. Donc ça gère aussi évidemment la partie scaling pour la partie runner. Donc ça gère le scaling via Webhook. Qu'est-ce que c'est de cette chose-là ? Donc le GitHub, donc chez nous c'est un GitHub Enterprise qui va envoyer du coup des notifications, des triggers, des events pour dire bah voilà j'ai un job qui vient de se lancer. Du coup je préviens le Webhook qui est déployé par Arc pour qu'il puisse lancer le scaling des runners. Et ce truc-là aussi ça expose des métriques Prometheus qu'on a utilisé pour la partie monitoring. Alors comment est organisé Arc et puis notre cluster Kubernetes sur EKS. Donc vous avez dans le namespace kubesystem pas mal d'éléments techniques qui sont assez classiques. On utilise pour le scaling des nœuds le cluster autoscaler. On n'est pas encore passé sur Carpenter, je crois que c'est à l'étude. Après, il y a des briques assez classiques pour la gestion des volumes, EBS CSI, EFS CSI. EFS c'est pour la partie NAS, c'est le service NAS d'Amazon, et EBS c'est les volumes classiques, volumes de type bloc. L'AWS Load Balancer Controller, on l'a utilisé pour exposer les webhooks afin que GitHub puisse appeler du coup les webhooks qui sont sur le cluster pour scaler les runners. Et le Docker Registry, on y reviendra plus tard, c'est pour la partie mirroring des images Docker de Docker Hub par exemple. Dans le namespace Action Runner System qui est en haut à droite, du coup ça c'est la partie vraiment qui concerne Arc. Vous avez deux éléments dont on parlait juste avant, le contrôleur, il y en a un par organisation GitHub et un webhook. Un également aussi par organisation GitHub. Et ensuite, on a créé N namespace, il y en avait un par organisation GitHub, dans lequel on a déployé nos runners, donc runner 1, runner 2, runner 3, qui scale, je vais en parler juste après. Alors, le scaling des runners, comment ça marche avec Arc ? Il y a deux façons de faire, enfin il y a deux types de scaling. Le webhook scaling, on a un petit peu parlé, donc là c'est GitHub qui push des events au webhook, au pod webhook, pour que le scaling se fasse. Et il y a aussi le pool scaling. Nous, on utilise les deux. Le pool scaling, c'est du coup, c'est Arc qui va appeler GitHub, les API GitHub, et se baser sur des métriques pour savoir s'il a besoin de scaler. Voilà concrètement les deux objets les plus importants dans Arc. Donc, vous avez sur la gauche un runner deployment. Globalement, ça fait partie des CRD de Arc. C'est exactement comme un deployment. Donc là, dans l'exemple qu'on a mis, c'est un runner qui fait du Helm et du kubectl.
Donc pour le repository GitHub Service Sixplay Image. À droite, vous avez la partie qui va permettre de scaler, donc qui est l'équivalent d'un HPA, d'un Horizontal Pod Autoscaler, pour ceux qui connaissent Kubernetes, sauf que dans la CRD, ça s'appelle Horizontal Runner Autoscaler. Dans cette chose-là, donc ça ressemble étrangement à un HPA, et la partie qui est intéressante, c'est les parties en bas. Là, il y a la partie Webhook Scaling avec le Scale-up Triggers. Donc ça, c'est les choses qui vont nous permettre de scaler quand on reçoit des events GitHub. Si le runner ne fait plus rien depuis 15 minutes, ou si on n'a pas reçu un event de scale down de la part de GitHub, au bout de 15 minutes, le runner va être détruit. Et pour le pool-driven scaling, c'est là que ça ressemble étrangement à un HPA. On a une partie metrics, on a une liste de metrics. Chez Bedrock, on scale sur le pourcentage de runners busy. Donc en fait, c'est le HPA qui va contacter GitHub pour savoir s'il y a des jobs qui sont en attente. Et donc du coup, si après on a des différents champs à remplir, le scale-up threshold. Donc si on a 75% des runners qui sont occupés, on va scale-up sur cette métrique-là en multipliant par un facteur de 1.4 pour rajouter des runners. Et il y a exactement la même chose pour le scale-down. On a travaillé du coup sur le list privilege, c'était quelque chose qui n'existait pas chez nous. On avait des exécuteurs, des machines qui pouvaient accéder à peu près à n'importe quoi sur Jenkins. Donc quand on a commencé à travailler sur les runners, on voulait quelque chose qui soit au maximum list privilege. Et donc on avait 3 axes de travail de conception. Un premier axe du coup sur la taille du runner que l'on veut, un deuxième axe sur la techno, et un troisième axe sur les projets. Donc côté techno, je reviens ici, on va être sur des choses très standards chez nous. Quand on va faire typiquement du build, quand on va faire du déploiement, on aura toujours finalement les mêmes typologies de runners. Par contre, quand on va manipuler du coup des services AWS typiquement, chaque service va appartenir finalement à une équipe. Ils auront la responsabilité de ce service parce que chez nous, chaque équipe est responsable de son infrastructure. Et donc, ils vont avoir des runners qui vont avoir la possibilité de ne toucher que leur service. Alors, comment on est capable de respecter le principe de moins de privilèges avec notre cluster GHA? Pour ça, on a utilisé un truc qui s'appelle IRSA, IAM Role for Service Accounts. Donc, les service accounts sont référence à Kubernetes et IAM Role, c'est la partie d'AWS. En fait, ce truc-là, pour ceux qui connaissent un petit peu AWS, c'est comme un assume role, mais grâce à de l'OpenID Connect. Alors, comment ça fonctionne? À gauche du schéma, là, vous avez le cluster Kubernetes EKS GHA. Et donc ce cluster, par défaut, donc quand on déploie sur AWS, on a un pod qui est déployé automatiquement par AWS qui s'appelle EKS Pod Identity Webhook. Ce cluster-là aussi vient avec ce qu'on appelle un provider OpenID Connect. Donc par défaut, qui a une relation de confiance avec le fournisseur d'identité du cluster Kubernetes. Du coup, comment ça se passe? Quand on démarre un runner, donc c'est le pod qui est sur la gauche, le pod EKS Pod Identity Webhook fournit un EIDC token systématiquement à chaque pod qui démarre dans le cluster. Ce pod-là, lui, après, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler l'opération d'Amazon qui permet d'assumer un rôle via OpenID Connect. Donc il passe par le service STS pour faire ça d'AWS. Et il appelle l'opération Assume Role with Web Identity. Donc ce token-là, il est envoyé au service STS que vous voyez. Donc oui, j'ai oublié de préciser, le cluster Kubernetes EKS, il est dans un service, il est dans un account AWS de service, donc c'est un premier account. Et nous, toutes nos applications métiers, nos plateformes, elles sont déployées sur d'autres comptes AWS de staging. On en a un pour la staging, un pour la production. Donc le pod runner, il envoie son token au IDC, au service STS qui est sur un autre compte AWS. Et donc là, il va y avoir la magie d'OpenID Connect qui va se lancer. Et donc le service STS, il va interagir directement avec l'OIDC provider pour valider le token. Et du coup, comme cet OIDC provider, donc il a été pré-provisionné par Terraform dans les différents comptes AWS sur lesquels on veut déployer, il a une relation de confiance avec le cluster Kubernetes GHA. Donc il est capable de dire « Ah ok, ce token, il vient bien du cluster EKS GHA ». Une fois qu'il a validé ça, que le token est OK, via la magie d'OpenID Connect, il va renvoyer des credentials de type de session au pod sur le cluster, au pod de runner dans notre compte de service. Et donc là, à partir de là, le pod runner est capable d'appeler l'API, des API d'AWS sur d'autres comptes, et donc sur un périmètre assez restreint, parce que du coup, chaque rôle qu'il va être capable d'assumer, il va avoir des policies très spécifiques sur les ressources liées au projet, sur lequel il a le droit d'agir. Alors, on n'a pas fait juste une migration, comme je vous l'explique au début, on a aussi remboursé beaucoup de dettes techniques. La première, c'est Helm. On était en 2021 encore en V2, sachant que la V3 était sortie en 2019. Et on
on a une particularité, c'est qu'on fait beaucoup de PHP. Et côté Cube, la majorité des projets, c'est du PHP. Mais il n'y avait pas de chart centralisé, si vous voulez. Tous les projets avaient versionné dans leur code un chart qui faisait évoluer au fur et à mesure. Alors l'évolution, c'était du cop-call, grosso modo. Et quand on avait quelque chose à faire, genre une migration d'API Cube, il fallait qu'on passe sur la centaine de projets et on se marrait bien parce qu'il fallait du coup à chaque fois il fallait passer par les intermédiaires, par les développeurs qui viennent vérifier ce qu'on a fait, qui valident et qu'on redéploie. Donc là, c'était la croix et la bannière, c'était très compliqué. Et donc, effectivement, un projet, un chart, la première des gros sujets à gérer. On avait le même genre de choses sur Terraform en 2021. Du coup, tous les plans, moi quand je suis arrivé chez Bedrock en 2020, tous les plans Terraform et les apply Terraform sont lancés en manuel depuis les postes des développeurs. Il y a encore pas mal de projets qui sont en Terraform 0.11, alors sachant que la version 1.0.0 de Terraform elle sort en juin 2021, donc on avait pas mal de retard. Et on a également pas mal de modules internes Terraform qui sont maintenus par les équipes infra de Bedrock, qui sont rarement mis à jour sur les projets. Donc voilà, c'est un peu l'état de la dette Terraform à l'époque. D'autres sujets, comme on était sur Jenkins, on avait, je vous en parlais au début, aucune mutualisation de code dans nos Jenkins files. Donc très compliqué. La mutualisation, finalement, on la faisait au travers d'un ensemble de fichiers shell énorme. Vraiment, c'était énorme. On avait une quantité à chaque fois de trucs à maintenir. Quand on rajoutait typiquement une fonctionnalité sur un pipeline, c'était une horreur. On avait également, donc, on fournit en tant que fournisseur de services pour les développeurs, on fournit des conteneurs de base où il y a tout ce qu'il faut pour faire du PHP, typiquement. Et on les met à jour régulièrement pour pouvoir profiter donc, de tout ce qui va être fixe de CVE. Et il faut les mettre à jour côté projet. Mais les gens, ils n'y pensent pas forcément. On a beau faire la communication, ça ne marche pas. Et on a tous les secrets en clair dans le code, bien évidemment. Donc à partir de là, on a commencé à travailler sur ce fameux remboursement de la dette technique. La mutualisation de code, GitHub Action, c'est trop bien. Les actions, ce sont des projets. Vous avez la possibilité du coup de créer finalement votre mutualisation dans un projet. Vous avez des tags. Faites ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de créer des arguments d'entrée qui peuvent être validés. Donc vraiment faire du métier, c'est chouette. Donc chez nous, aujourd'hui, on a deux typologies d'actions qu'on utilise. On a des actions internes qui répondent à du besoin métier très spécifique. Et on utilise des actions publiques qu'on synchronise via une mécanique de synchronisation avec un petit outil qui est proposé par GitHub. Où les développeurs, du coup, quand ils veulent une action, ils vont la tester. Ils nous font une demande, on les incite à regarder quand même comment ça marche, s'il y a des gens qui la maintiennent typiquement, s'il y a des petits trucs pas terribles dans le code, si ça existe encore, si ça vit encore. Alors dans les autres trucs qu'on a mis en place durant cette migration, on a amélioré aussi nos builds de Docker. Alors comment on a fait ça? En fait, on a utilisé un truc qui s'appelle BuildX, un plugin Docker, qui utilise derrière les rideaux un truc qui s'appelle BuildKit. Alors ce machin-là, aujourd'hui, c'est intégré par défaut dans Docker, je crois depuis début 2023 dans le Docker Engine, donc vous n'avez plus besoin de l'activer par défaut, c'est activé par défaut. Et globalement, BuildKit, ça permet quoi? Ça permet d'améliorer les performances pour les builds multistage. Donc nous, c'était exactement notre cas, puisqu'on avait pas mal de... Quand on buildait une image, souvent, il y avait une partie PHP, une partie Nginx, donc on avait du multistage de partout. Et par-dessus ça, on a rajouté un truc qui s'appelle Bake. Alors Bake, c'est quoi? C'est juste de l'infra as code pour builder des images Docker. Je vais vous présenter ce que c'est juste après. Voilà comment ça marche. Donc Docker avec Bake, en fait, vous définissez un fichier de configuration. Je crois que vous pouvez le faire en YAML, peut-être JSON. Nous, comme on était à l'aise avec Terraform, on est parti sur du HCL, donc le langage d'HashiCorp. Donc on a un fichier HCL Bake, dans lequel vous avez la définition de comment on veut builder nos images Docker. Vous avez quatre entités dans Bake qui arrivent avec Bake. Il y a la partie variable, donc ça c'est les arguments du build de votre image Docker. Vous avez la target. Donc une target dans Bake, c'est juste l'invocation d'un Docker build que vous feriez en CLI. La notion de groupe aussi, donc ça c'est une collection de targets. Donc ça c'est assez intéressant, ça vous permet de builder plusieurs targets en parallèle. Et vous avez également des fonctions, nous on n'en a pas utilisé, mais il y a des fonctions built-in qui arrivent avec GoCTY, ou alors vous pouvez même construire vos propres fonctions custom. Et globalement, comment ça marche, Docker Bake? Vous voyez, il y a un exemple de ligne de commande en bas là, c'est Docker BuildX Bake Prod. Donc là ici on va builder le groupe prod qui est tout en bas de l'exemple en HCL. Là. On va builder deux targets, donc l'image PHP prod et l'image Nginx prod. Du coup, toute la partie déploiement via Helm était faite manuellement via nos petits bashs de l'enfer.
et c'était quand même très compliqué à maintenir. Donc on est parti sur Helmfile pour simplifier tout ça. Donc Helmfile, c'est de l'infrascode, encore une fois, ça permet de déclarer finalement les différentes releases que vous allez faire avec Helm. Donc plutôt sympa, ça rajoute une surcouche de templating en GoTemplate exactement comme Helm. Donc typiquement, quand vous êtes limité dans le templating via Helm, vous pouvez vous aider avec cette surcouche-là. Et vous avez des plugins sympas, notamment avec la partie de passage de secret avec Helm Secret qui permet d'aller sourcer sur tout un tas de sources de secrets disponibles. On utilise beaucoup Vals aussi chez nous, on va en parler. Et enfin, vous avez un truc qui est, moi je trouve très très chouette, un peu à la mode kubectl, quand vous allez faire un sélecteur avec des labels. Là pareil, vous pouvez mettre des labels et vous pouvez du coup sélectionner un ensemble de releases que vous allez déployer ou que vous allez casser. Grosso modo, aujourd'hui chez Bedrock, comment ça marche? Vous avez la release, qui est défini dans Helmfile. Donc on va aller chercher la version de notre charte, donc on fait du semver. Tout ce qui va être donné ou Terraform est référent de la donnée, c'est lui qui la maîtrise. On va aller les chercher via Vals. Donc là c'est une mécanique qui est présente dans Helmfile. On est capable de dire, voilà, on a un state file qui est stocké dans un S3 et on va aller chercher l'information là-dedans. On va passer les secrets via Helm Secret. Nous, on utilise SOPS depuis. On a fait ce choix-là. Timothée va vous en parler. Et puis, après, c'est de la values classique que vous allez retrouver dans Helm également. Là, vous avez un exemple de fichier Helmfile, le fichier de configuration de Helmfile, du coup, quand vous voulez déployer des applications. Donc, en haut, vous avez la partie Helm Default. Ça, c'est les options qu'on connaît bien avec Helm. La deuxième partie, c'est les repositories. Donc ça, c'est là où vous allez chercher votre charte Helm. Donc chez Bedrock, nous, on avait un seul registry, donc on utilise AWS ECR pour stocker notre charte Helm. Ensuite, vous avez la liste des environnements. Ici, pour l'exemple, on vous a mis un seul environnement, mais imaginez qu'il y aurait, là, on a mis juste staging, donc qui vient avec sa définition des values qu'il veut utiliser et ses secrets. Vous pourriez faire la même chose avec dfprod dans la liste de ces environnements-là. Et enfin, la définition des différentes releases Helm que vous voulez déployer. Ici, on déploie un seul chart, qui est le service Sixplay image, du coup, qui vient du repository Bedrock Streaming, qui est référencé un peu plus haut. Et sur la partie après Values Set, ça va vous rappeler des choses que vous connaissez probablement en Helm, où on peut passer du coup des fichiers YAML ou des GoTemplates. Et la partie qui est un peu nouvelle par rapport à Helm, c'est la partie Secrets. On va en parler juste après. Donc là où on va utiliser du coup le plugin Helm Secrets. Alors voilà comment on déploie via GitHub Action chez Bedrock. On a une action, du coup on a une action GHA qui s'appelle Bedrock Action /Helmfile. Cette action-là, elle a 4 paramètres obligatoires. Donc il y a le fichier de configuration, on passe le fichier de configuration Helmfile. L'environnement, donc ça c'est staging ou prod par exemple dans notre cas. Le tenant, donc ça c'est le nom du client. Et le tag de Docker. Et du coup, cette action-là, on peut évidemment surcharger la commande qu'on veut passer. Par défaut, ça va faire du Helmfile apply, si je ne me trompe pas. Et du coup, on peut aussi surcharger cette commande-là pour utiliser les commandes Helmfile test, template, div, delete. Donc c'est les mêmes que vous retrouverez avec Helm. Et évidemment, toutes ces commandes-là utilisent des rôles IRSA différents. On respecte toujours le principe de moins de privilèges. Donc Vals, donc vous allez mettre une référence dans votre fichier Helmfile sous cette forme-là. Donc là, typiquement, vous avez une référence qui en fait vous dit que vous êtes en train d'aller manipuler un TF state qui est stocké dans un S3. Vous lui donnez la référence de votre TF state, et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quelle information qui se situe typiquement dans un output que vous allez pouvoir exposer. Donc chez nous, sur les environnements, on a le state pass standard classique, et ensuite les devs sont capables d'aller chercher des informations en récupérant typiquement des informations issues d'un RDS qui a été déployé. Tout simplement. Pour la partie, donc vous vous rappelez, Jean-Yves disait tout à l'heure que les secrets, ils étaient tous en clair en 2020 dans le code de Bedrock. Donc pour chiffrer les secrets, on a utilisé un truc qui s'appelle SOPS pour Secret Operations. Cet outil-là, ça permet de chiffrer des fichiers, YAML, JSON, que sais-je. Vous pouvez utiliser pas mal d'outils différents pour chiffrer ces fichiers-là, dont les services de clés des 3 grands cloud providers. Vous pouvez aussi utiliser HashiCorp Vault. Nous, on a utilisé AWS KMS, comme on est chez AWS. Et comment ça s'est passé? On a utilisé 2 clés en fait KMS pour chaque type d'environnement, donc 2 pour dev, 2 pour staging, 2 pour prod. Et chacune de ces 2 clés était dans 2 régions différentes. Pourquoi on a fait ça? Parce que s'il y a une région qui tombe, en fait, on est toujours capable de déchiffrer nos secrets avec la clé de l'autre région. Et du coup, vous avez un exemple, vous avez 2 exemples en CLI de comment marche SOPS. Donc
En gros, vous lui passez le fichier de configuration de SOPS dont on va parler après. Vous lui dites si vous voulez chiffrer ou déchiffrer. Et après, vous lui indiquez le fichier que vous voulez chiffrer ou déchiffrer. Le fichier YAML. Donc le fichier de configuration SOPS, donc c'est un .file. Globalement, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, il y a une liste de règles. Et du coup, en fait, dans cette liste, on va indiquer une pass regex. Donc en fait, si votre fichier de secret, il contient par exemple staging dans notre cas, ou production dans le deuxième cas, on va lui dire d'utiliser cette paire de clés ou telle autre paire de clés. Donc ça nous permet de chiffrer avec des clés différentes en fonction du type d'environnement. Example.secrets.yaml, c'est un exemple de fichier YAML qui est utilisé par Helmfile, qu'on a chiffré du coup. Et voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, SOPS rajoute des métadatas pour dire avec quelle clé KMS a été chiffré, quand ça a été chiffré, avec quel profil AWS ça a été chiffré. Alors SOPS vient aussi, ça c'était assez cool, c'est une des raisons pour laquelle on est parti là-dessus. Comme on utilisait beaucoup Terraform chez Bedrock, SOPS, ce qui est cool, c'est que ça vient avec un provider Terraform, donc c'était super utile quand on voulait utiliser des secrets qui étaient chiffrés avec SOPS pour les utiliser dans notre Terraform. C'était hyper simple, il y a deux data sources, subfile et subsexternal. Nous, on n'utilise que subfile parce que les fichiers de secrets sont directement embarqués dans les projets. Mais si vous avez besoin, par exemple, de chiffrer des fichiers et de les mettre sur un bucket ailleurs, vous pouvez utiliser subsexternal pour récupérer ces fichiers-là. Et après, vous avez juste indiqué où se trouve, dans notre cas, c'était du chemin relatif, votre fichier de secret, et vous pouvez l'utiliser après dans votre code Terraform. Je vous ai dit qu'on était service provider pour l'ensemble des techs. Donc on a mis en place pour gérer l'ensemble de ces dépendances-là, l'ensemble de ces services Renovate chez nous. Donc Renovate, vous connaissez peut-être, hein, c'est un outil open source qui est juste trop bien. Ça permet donc d'automatiser la mise à jour de vos dépendances, donc de tout ce que vous faites en termes de providing de services. Vous avez une communauté qui est énorme et grosso modo, vous pouvez tout faire. En termes aujourd'hui de dépendance, il y a beaucoup de choses. Et ce que je trouve particulièrement sympa, c'est la capacité d'avoir des configurations standards dans votre société que vous allez pouvoir proposer typiquement à la racine d'une organisation GitHub. Et en fait, tous les projets vont en hériter. Ça, donc c'est super. On a fourni une configuration de base et tous les développeurs en ont profité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait dans nos pipelines? Vous allez avoir donc les actions qui sont managées, enfin qui sont gérées au niveau des dépendances avec Renovate. Pareil dans les Helmfile, vous allez avoir la version du chart. Donc ça, pareil, ça va être géré. On a un shell d'installation de l'ensemble des Cloud Tools pour l'ensemble des développeurs de la boîte qui est maintenu et qui derrière se relance automatiquement à chaque fois qu'on fait une commande, ou à chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire. Et donc, on maintient, pareil, au niveau, avec des variables d'environnement et des commentaires Renovate, on maintient du coup les versions comme ça qu'on fait évoluer progressivement dans ce script-là. Pareil pour les modules Terraform, ça marche du feu de Dieu. Et pareil pour nos images qu'on provide pour nos développeurs. Voilà. Un truc qu'on a mis en place, en termes de contrôle de qualité aussi, c'est Kix de chez Checkmarx. Alors, ça fait de l'OPA, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, c'est assez sympa. Et typiquement, on en avait besoin pour pas mal de sujets. Donc là, je vous ai mis un exemple de règles. On en reparlera à la fin parce que c'est une des limites de GHA. Mais typiquement, là, vous avez un exemple de règle qui valide que les développeurs, quand ils font des pipelines avec ce qu'on appelle une stratégie de déploiement de type matrice, qu'ils n'en abusent pas. Parce qu'en fait, quand vous faites une matrice, typiquement, vous allez déclarer beaucoup de runners. Donc si vous ne mettez pas de limite, vous pouvez faire tomber la plateforme, bien évidemment. Ou peut-être un peu trop bouffer de ressources pour les copains. Ouais, dans les autres contrôles de qualité, en plus de Kix, on a mis en place un outil de Google là, qui s'appelle ReleasePlease pour faire des releases de notre chart Helm, de nos images Docker. Avant, on n'avait rien. Donc, ce qui est pas mal avec ReleasePlease, c'est qu'il vous ouvre des paires pour réaliser vos différents artefacts. Donc, c'est assez cool. Faut juste suivre Conventional Commit. Et après, ça fait automatiquement les pull requests pour vous. C'est plutôt cool. Le test du runtime, on n'en avait pas. Donc, les tests des images Docker, on a utilisé un autre outil de Google qui s'appelle Container Structure Test. Et pour la détection de secrets, donc, qui était un sujet assez important, donc les secrets que je vous rappelle, on a chiffré avec SOPS, on a utilisé GitLeaks pour être sûr que ça ne se reproduise plus jamais. Alors qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème? Quand on a mis en place GHA dans nos premiers tests, il s'avère que, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a utilisé des actions officielles de plein de sociétés avec qui on travaille, qui font des trucs.
Donc typiquement, chez nous, en APM, on a New Relic. Et les développeurs aiment bien utiliser un truc qui permet de faire ce qu'on appelle des deployment markers dans New Relic. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont déployer, dans leur APM, ils vont avoir une date avec marqué « on a déployé là ». Donc après, ils vont bientôt faire des Dora Metrics avec ça, ça va être chouette. Mais voilà, aujourd'hui, on utilise cette action-là. Il s'avère que, en fait, chez nous, on n'avait pas de compte professionnel Docker. Donc en fait, on était très rate limité. Et le premier truc qui est apparu, c'est que quand on synchronise des actions GHA de type Dockerfile, le from, on ne peut pas le changer. Donc en fait, on peut juste rien faire. On est obligé de trouver une méthode pour faire en sorte d'arrêter de faire des pulls en permanence. Parce que là, typiquement, ce truc-là est déclenché pour le déploiement de tous les environnements, l'action dont je vous parle de chez New Relic. Et donc, on poulait l'image, peut-être, je sais pas, on déploie aujourd'hui environ une centaine de fois par jour. Donc on devait le pouler avec tous les environnements 200, 250 fois, entre tous les déploiements qui n'ont potentiellement pas marché. Donc on était rate limit assez rapidement, et donc on a mis en place un miroir dans GHA, et d'ailleurs c'est une option en fait, qui directement est incluse dans le CRD. On a mis un miroir qui fait office de cache, et voilà, c'est trop bien. Ouais, on a eu pas mal de soucis aussi liés au scaling, beaucoup de soucis liés au scaling. La première chose qu'on a rencontrée, je pense, c'est qu'on a atteint les limites CPU du compte AWS de service qui héberge le cluster EKS GHA. Donc ça, c'était un premier problème. Ce problème-là, donc, il était lié en partie au suivant aussi du fait qu'on atteignait... Alors, on avait défini des max réplicas sur l'équivalent des HPA, qui vient avec le CRD de Arc. Et du coup, on atteignait souvent les max réplicas. Donc pour ça, typiquement, on a mis en place le max parallèle dont parlait Jean-Yves tout à l'heure sur la partie GitHub Actions pour éviter qu'on déclenche trop de builds en parallèle sur les différents projets. On a atteint aussi le nombre limite d'IPv4. Donc on utilisait VPC CNI sur le cluster EKS GHA. Et ce qu'on s'est dit, en fait, c'est la solution qui nous a semblé la plus simple, c'était de passer sur IPv6. Plutôt que de refaire le réseau complet, enfin le VPC, etc., ça nous semblait plus compliqué. On est passé en IPv6, c'était pas si facile, mais ça, on a réussi. On a dû travailler avec AWS, on a dû patcher Core DNS, entre autres. C'était un peu galère, mais au bout d'une semaine, on s'en est sorti. Maintenant, le cluster est en IPv6. Évidemment, le problème qui est une conséquence un peu de ces soucis liés au scaling, c'est qu'on a eu une explosion des coûts de compute, même en utilisant des machines full spot. Oui, parce qu'on est full spot. On a que du spot sur le cluster GHA, à quelques exceptions. Et sur tous les clusters d'ailleurs chez Bedrock. Autre souci lié au scaling, pour le cache des tools, je vous en parlais tout à l'heure, on a utilisé AWS EFS, donc Elastic File System, c'est le service NAS d'AWS. Et en fait, ce service-là, il est super cher quand vous voulez mettre beaucoup d'IOPS. Et nous, comme on avait beaucoup de runners, on utilisait du coup EFS pour cacher les différents tools infra, pour que les runners puissent accéder à des tools qui sont en commun du coup sur un partage NAS. Et en fait, quand vous voulez avoir beaucoup d'IOPS, ce qui était notre cas, les coûts sont hyper élevés. Donc pour ça, en fait, on est passé par un petit hack. On a ajouté des fichiers vides, hyper volumineux, de façon en fait, parce que plus vous utilisez d'espace disque sur EFS, plus en fait vous avez d'IOPS. Du coup, on a feinté comme ça pour éviter de payer trop cher, parce que sinon, faut sortir les billets, quoi. L'autre souci qu'on a eu, c'était la partie acculturation. Donc, pour éviter d'atteindre tout le temps le max de runners sur les différents projets, on a dû sensibiliser les équipes des développeurs à la nouvelle plateforme. Donc, des fois, on avait des projets en fait où la CI se déclenchait. Donc, ça faisait des fois des dizaines de runners qui se lançaient juste pour une modification de README. Donc, on a dû sensibiliser les équipes pour qu'on arrête de faire ce genre de choses et éviter de scaler pour rien. Donc là, pour ça, on a utilisé la stratégie de type Matrix dont on parlait avant, et on a rajouté une règle Kix pour vérifier que c'était bien appliqué. Et le dernier souci, c'est GitHub Enterprise. Au début, il était souvent en PLS, notamment au niveau du démon Git. Donc voilà, c'était une conséquence aussi du scaling. On avait trop de runners, et ce qui faisait qu'on avait beaucoup de runners qui faisaient des Git clones, et du coup, le démon Git était souvent en galère. Et finalement, qu'est-ce que ça donne fin 2023 ? Alors la co-construction, ça a duré un peu plus longtemps. Et j'aurais voulu que ça se passe un peu mieux. Finalement, les développeurs n'ont pas eu spécialement de temps de travailler avec nous, donc ils ont eu, on va dire, d'autres priorités. Donc on a passé beaucoup de temps à faire la co-construction un peu tout seul et à tout migrer. Donc fin 2022, on avait grosso modo tout migré, mais Jenkins est toujours là. Aujourd'hui, on a encore un ou deux projets, donc on le voit plus trop, mais ça arrive. On a quelques clients un peu réticents à changer parce qu'il faut investir des sous pour migrer ces deux projets-là. Mais un truc qui est quand même très très chouette, c'est que depuis qu'on a terminé donc du coup fin 2022, en fait, depuis en 2023, on n'a eu aucun problème. On n'a quasiment rien fait. Ça s'est fait tout seul, ça s'est géré tout seul, la plateforme ronronne. Voilà.
Je pense que cette année, on a eu peut-être un sujet qui nous a occupé un quart d'heure, à peu près. Ouais, dans la liste des choses qui restent à faire quand même sur le cluster GHA, c'est on aimerait bien être capable de mesurer les coûts de CI/CD par projet et par organisation pour essayer de sensibiliser les développeurs aussi, donc sur un aspect plutôt FinOps. Le monitoring, donc le monitoring il est fait via Prometheus, j'en parlais tout à l'heure. Alors on utilise des métriques Prometheus et on utilise Victoria Metrics en réalité pour agréger toutes ces métriques-là. Il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer là-dessus. Et au final, on n'a pas réussi encore complètement à automatiser la partie Terraform Plan Apply. Un peu dommage, petite déception, mais c'est toujours dans les pipes, c'est toujours prévu. Et finalement, quelles sont les limites de ce que l'on a fait vas-y. Ouais, première chose, c'est les limites de IRSA, donc pour respecter le moindre privilège. En fait, ça, c'était une problématique assez complexe. Le déploiement, en fait, on a mis, pour faire la mise à jour du cluster GHA, on a mis en place du blue-green. Donc on a un cluster blue, un cluster green. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les IRSA étaient assez limités dès qu'on fonctionnait en multi-cluster EKS, multi-compte. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous avez 2 clusters, il faut 2 providers au IDC. Et ça veut dire que chacun de ces providers doit être trusté par les différents rôles que vous voulez assumer. Il faut l'ajouter dans la trust policy des rôles. Et du coup, voilà, ça fait qu'on a des rôles avec des trust policy à rallonge. Et en fait, la taille, elle n'est pas infinie. Donc c'est une des problématiques qu'on a, et ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser plutôt GitHub comme provider au IDC plutôt que Kubernetes, de façon à ce qu'on ait qu'une seule relation de confiance en fait dans les trust policy de nos rôles, plutôt que N comme c'est actuellement. Et puis on a quand même une certaine complexité aujourd'hui, même si au fur et à mesure qu'on a passé du temps à faire cette migration, GHA a évolué, GitHub Action a évolué. Au départ, c'était très limité. Mais il n'y avait pas beaucoup de capacité de faire des templates typiquement de pipeline et puis de réutiliser des choses, à part les actions. Et avec le temps, ils ont fait donc, des actions composites, ils ont fait ce qu'ils appellent les reusable workflows, ça c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas tout ça, donc on faisait énormément de cop-call pour au final l'ensemble de nos clients. Il n'y avait pas vraiment possibilité au début de faire les choses simplement. Du coup, aujourd'hui, on a 4 clients, mais peut-être que d'ici l'année prochaine, on en aura 10. Et il n'est pas du coup impossible qu'on ait 10 fois plus de YAML à maintenir. Donc ça serait quand même assez casse-pied. On commence à voir les limites de ce truc-là. Alors, Argo CD ou Flux, ça serait intéressant parce qu'on est du coup sur du multi-cluster, et donc on déploie tout le temps la même chose partout. Donc ça pourrait nous intéresser, ça serait vraiment un très bon use case. Mais chez nous, les développeurs ne sont pas spécialement habitués à travailler comme ça. Ils aiment bien déployer un peu quand ils ont envie, même si, grosso modo, ils déploient quand même, comme je vous disais, on va dire une centaine de fois par jour. Aujourd'hui, ils préfèrent déployer quand ils ont envie. Voilà, merci de votre attention. Merci pour votre attention. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. Pour les secrets, vous avez géré comment les secrets qui étaient dans le code? Vous avez régénéré et tout mis dans les secrets, ou vous avez réécrit l'historique Git Alors, on a fait de la rotation de secrets au passage, ouais, sur la plupart des services, ouais. Comme c'était en clair, en fait, parce que sinon, en effet, le mec, il fait juste un historique Git, il retrouve le secret en clair un peu plus tôt. Donc, ouais, on a fait tourner tous les secrets. Ouais, t'as déjà réécrit l'historique Git quand il y a une centaine de paires ouvertes et... Vous êtes combien du coup à plein temps, ou le temps que ça prend en fait d'administrer une solution, parce que tu parlais d'un quart d'heure, en gros avec une plateforme qui tourne sans qu'on ait besoin d'intervenir, ou alors des interventions parce qu'il y a un souci, un truc à faire évoluer, ça représente combien de personnes? Alors à date, dans l'équipe, on est 7. Et en fait, on passe... Allez, on fait une mise à jour de tous les 6 mois. C'est-à-dire qu'on met à jour le cluster EKS et on met à jour le CRD. À chaque fois, il y a une quantité de nouvelles fonctionnalités qui est énorme. Et donc, on a toujours des choses qui ne vont pas. Avec EKS, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, il y a plein de choses qui cassent. Et ce n'est pas marqué que ça casse. Donc, on va passer peut-être tous les 6 mois, une semaine à remonter un cluster pour tester en blue-green et puis à la fin pour redéployer donc la solution. Mais c'est tout. Grosso modo, ça roule tout seul. On passe de moins en moins de temps d'ailleurs, vraiment. Voilà.
Oui. Oui, nombre de runners, je crois que tu as regardé hier, c'était 5000, non? Ouais, quelque chose comme ça. 5200 machines spot à peu près. Pendant des pics de déploiement dans l'après-midi, typiquement, quand tout le monde veut pusher avant de En fait, merde GCPR avant de se barrer, quoi. Chez nous, c'est interdit de déployer après 16h. Donc à 15h50, vous avez 230 nodes avec 5000 runners, quoi. Voilà. Et la nuit, on a regardé, on a 29 nodes et on ne comprend pas pourquoi pour l'instant. Donc bon, voilà. Mais ça nous coûte rien, vraiment rien aujourd'hui. En comparaison de tout ce que ça apporte, c'est vraiment que dalle. Le quoi? Ça couvre le remboursement de la dette technique. Complètement, complètement. Oui. Ah bah bien sûr. Bah, on va commencer à faire des tests pour voir ce que ça donne dans un contexte pro, dans notre contexte à nous. On a une équipe qui s'appelle les Matrix, donc c'est les gens qui s'occupent de provisionner les clusters cubes pour l'ensemble des clients sur l'ensemble des environnements. Aujourd'hui, on a grosso modo 5-6 clusters par client. Et donc typiquement, là, on a dans l'idée d'arrêter de gérer avec Helmfile l'ensemble de tout ce qu'on installe sur les clusters pour le monitoring, pour faire plein de trucs, enfin tous les services qui sont déjà dans les clusters quand ils sont nus. Et aujourd'hui, on aimerait bien, dans un premier temps, tester à Argo CD typiquement sur ce sujet-là pour voir si ça marche bien. Mais oui, effectivement, ça sera du taf. De quoi? Oui. Oui, oui. Après, j'avais déjà regardé, ça s'intègre plutôt pas mal avec Helmfile. Grosso modo, hein, tu fais du Helm template, tu balances ton YAML, il est là, et puis tu dis Argo CD de venir chercher ton stuff ici, quoi. Voilà. Maintenant, il faut qu'on regarde comment ça marche. La grosse difficulté, c'est vraiment la culturation des devs. Chez nous, ils aiment bien... on avait un outil maison avant qui permettait de faire du déploiement et du rollback hyper facilement. Et c'était du on-prem, c'était facile, tout marchait bien, il y avait du cache partout. Là, on a quand même un niveau de complexité qui est nettement au-dessus. Donc vraiment, la difficulté, elle va être là-dessus, elle va être sur la culturation des devs, qui aujourd'hui quand même sont... À chaque fois qu'ils déploient, vous avez des millions de personnes en face, vous faites une bêtise, vous cassez tout, vous avez M6 qui arrive et il n'y a rien qui marche, c'est marqué, vous allez sur Twitter, il y a des hashtags, on se fait défoncer, hein, nous, sur Twitter, sur le sysplayer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.